Alors, je commencerai par deux citations. L'une de mémoire, une petite phrase du grand James Bryce, auteur, comme vous le savez, de La République américaine, où il met au défi l'un de ses principaux contradicteurs, le professeur Goldwin Smith, de lui expliquer comment un régime représentatif peut fonctionner sans parti. Et l'autre, c'est une citation littérale dans les deux langues, non pas le français et l'italien, mais le latin et l'italien, de Paolo Bombeni, ici présent. Et c'est sa conclusion dans une table ronde organisée par Michele Marchi à l'université de Bologne. Nec tecum nec sinete. Senza i partiti la democrazia difficilmente può esistere, con questi partiti, entre parenthèses, il doit y avoir peut-être une finesse qui m'a échappé, questi partiti, la democrazia difficilmente può continuare ad esistere. Bon, tout est dit, et on pourrait en rester là. Bon, cela dit, il faut bien dire quelque chose, et je vais grouper mes remarques en trois ensembles, et je parlerai principalement en historien. Pas toujours quand même, car la question est d'actualité. Première remarque. Il existe toujours, bel et bien, des partis politiques organisés selon le modèle traditionnel en France, je dirais celui du parti de masse dégradé, ayant renoncé à quelques-unes de ses ambitions. Après tout, il existe toujours un parti communiste qui n'est plus que l'ombre de lui-même, mais qui continuait d'exister. Mélenchon n'aurait pas pu être candidat s'il n'avait pas bénéficié du parrainage d'élus communistes, c'est un fait. Et puis, sans m'appesantir sur le sujet, il existe une formation politique qui est sans doute la plus proche du schéma du parti de masse selon Maurice Duverger, qui est le Front National. Alors, je suis historien et non pas futurologue, c'est-à-dire que je m'abstiendrai d'une interprétation de la crise que traverse aujourd'hui le Front National. Est-ce que c'est une normalisation supplémentaire, un pas supplémentaire exactement vers la normalisation, ou est-ce que c'est le début d'un processus de déclin? Ça, je laisse ça de côté. Mais en historien, je constate que le Front National est depuis, disons, le milieu des années 80, les élections en 86 marquant sans doute ici la césure fondamentale, et dans l'histoire des droites contestataires, terme que je préfère à celui d'extrême droite qui ne veut rien dire, puisque c'est une notion éminemment relative. Je ne pense pas que les élus du Front National soient les héritiers des chevaux légers de la Chambre de l'Assemblée nationale de 1871, des ultra-légitimistes. Le Front National est la première tentative réussie, la première dans l'histoire, de doter d'une structure jusqu'à relativement pérenne, ça fait quand même maintenant une grosse trentaine d'années, ces droites contestataires, d'une structure solide, ressemblant à une organisation de masse. Ça donne quand même beaucoup à réfléchir. Deuxième remarque, crise du système des partis en place n'est pas synonyme de crise du modèle d'organisation partidaire. Il y a eu ici, pendant la campagne présidentielle, du côté des médias, mais parfois aussi d'une partie d'une classe politique un peu déboussolée par
le caractère imprévisible que promet cette campagne, une confusion due soit à l'ignorance, soit à des intentions plus ou moins intéressées. La France a connu d'autres crises du système des partis en place et d'autres mutations, plus brutales. La période 58-62, je dirais en fait la période 57-62, hein, car cette crise, notamment la crise des plus centristes des partis de gouvernement, le Parti radical et le MRP, est antérieure au retour au pouvoir du général de Gaulle. Le Parti radical explose durant l'année 56-57. Bon. Et le MRP se rétrécit sur ses deux côtés. Et donc brutal ou larvé au lendemain de la Première Guerre mondiale et au tournant des années 33-35. Et à chaque fois, c'est le modèle partidaire qui a fini par l'emporter. Alors, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une crise de ce système des partis qui laisse augurer peut-être une mutation en profondeur. Et elle est marquée notamment par une crise des deux partis de gouvernement traditionnels, les Républicains et le Parti socialiste, qui sont affectés d'ailleurs par des crises de nature profondément différente. La crise du Parti socialiste est une crise d'identité, idéologique au sens le plus général du terme. La crise des Républicains, qui était beaucoup moins prévisible, est due à la fois à des causes très conjoncturelles, le fait que la candidature de François Fillon a été marquée, pour des raisons que vous le savez, par un échec qui est devenu rapidement prévisible, et d'autre part par une crise plus structurelle qui concerne l'organisation, mais aussi la culture politique, c'est-à-dire une difficulté à gérer les conflits de personnes et les conflits de sensibilité. Et ça, c'est un legs de l'histoire. Tous les partis en France marqués à droite, qu'ils étaient constitués sur un modèle plébiscitaire, je parle vite ici, ou sur un modèle notabilitaire, tous ces partis se sont montrés souvent incapables de gérer conflits de personnes et conflits de sensibilité. Troisième remarque, la plus importante. Est-ce qu'un autre modèle en France, après l'Italie, après Forza Italia, Cinque Stelle, etc., donc là, c'est l'Italie qui a montré le chemin, est en train d'expérimenter un nouveau modèle qui pourrait perdurer, qui pourrait s'imposer à l'ensemble de l'espace politique, ou qui pourrait coexister avec des formations constituées sur l'ancien modèle, de façon d'ailleurs relativement différente, puisque le PS et les Républicains n'étaient pas et ne sont pas structurés sur un modèle absolument équivalent. Alors, présenté en ces termes, la question est de savoir si les formations concernées, et en particulier la République en marche, deviendront en quelque sorte les matrices d'une structuration future du système politique. Je crois qu'on est ici au cœur du sujet. Et là, l'historien doit se faire
un tout petit peu futurologue, mais en regardant sans cesse dans le rétroviseur, qui est un exercice d'équilibrisme intellectuel parfois compliqué. Bon. 3 scénarios sont possibles en théorie. Le premier scénario est celui de la fluidité maximale, en quelque sorte d'un transformisme, en faisant allusion au transformisme italien des années 1880, qui avait d'ailleurs fait réfléchir un peu en France. Il y avait eu un article célèbre d'Émile de Lavelet, qui n'était pas un Français, mais un Belge, mais qui écrivait dans la Revue des Deux Mondes, sur la démocratie sans parti. Après tout, bon, ce schéma a été envisagé par certains spécialistes de sciences politiques. En particulier, je relisais l'autre jour des textes de Léo Hamon. C'est un peu ce qui avait la préférence de Léo Hamon. Les partis politiques, les formations, on peut parler ici de partis au sens exact du terme, seraient des structures éphémères, projections des comités de soutien. Puis, à chaque élection présidentielle, on rebat les cartes. C'est pas un hasard si c'est un gaulliste de gauche qui manifestait une préférence pour ce sujet, parce que Léo Hamon était suffisamment subtil pour savoir que les pesanteurs sociologiques, comme disait Jean Le Canuet à cette époque, allaient pousser le mouvement gaulliste en direction de la droite et que par conséquent ça ne lui plaisait pas. D'ailleurs, il a fini en 1974 par reprendre ses billes, je prends sa propre expression, mais cette idée d'une fluidité du système lui plaisait. Bon. On peut donc, si vous voulez penser aux deux extrêmes, soit la fluidité la plus grande, bon, et chaque élection présidentielle étant l'occasion de remodeler le système des forces politiques, disons ici des forces politiques, soit la normalisation. Bon. Et jusqu'ici, c'est la normalisation qui a toujours prévalu. Il y a des précédents. Après tout, le mouvement gaulliste, le rassemblement du peuple français qui se présentait à certains égards comme un anti-parti, ressemble beaucoup, au bout de 4 ans, à un parti. Bon, c'est-à-dire au moment des élections de 1951, avec l'abandon de facto de la double appartenance, avec la coïncidence entre le groupe parlementaire et le parti, et un an plus tard, au congrès de Saint-Maur, avec la proposition faite par le général de Gaulle et la direction du parti d'imposer une discipline de vote à ce groupe parlementaire. Alors j'entends bien que le processus est un processus inachevé, qu'il se produit un peu contre le sentiment profond du général de Gaulle, contre son sentiment profond, mais pas contre ses décisions concrètes, ni en 1951, ni en 1952. Ce qui est important. Quant au mouvement gaulliste seconde manière, l'UMR, progressivement, il se transforme en parti avec des étapes, sans doute, les deux plus importantes étant sans doute les assises de Lille, début 68, et
la création du RPR. Je constate aussi que les formations qui ont refusé cette évolution ont soit sombré, je pense au mouvement Poujade, qui n'a jamais assumé cette possibilité, soit sont rentrés dans une zone de turbulence et de dissociation. Je pense aux Verts, avec la relation pleine d'ambiguïté, les Verts, Europe Écologie Les Verts, enfin, etc. On ne sait plus exactement quelles sont les frontières, quel est le pouvoir, où est l'organisation. Et vous savez que les Verts l'ont payé très cher et que leur existence est aujourd'hui en cause. Alors on voit bien que la République en marche a franchi d'ores et déjà quelques étapes dans ce processus de normalisation. D'ailleurs, je constate que les médias ont changé rapidement, en quelques semaines de vocabulaire. Ce qui était un mouvement dans le jargon des médias devient un parti. Bon, la plupart des journaux parlent de parti à propos. Alors, on voit bien qu'une certaine ambiguïté subsiste. On le constate dans toute la controverse qui a lieu sur les statuts de la République en marche. On sent bien que pour tout un tas de raisons, les pas décisifs ne sont peut-être pas franchis, mais c'est là aussi une possibilité, et je dirais une possibilité plus sérieuse que celle de la fluidité absolue du système, à laquelle je ne crois pas. Reste, bien sûr, un troisième scénario. Vous voyez que je contracte un peu mon propos pour laisser éventuellement une place à la discussion. Une formule intermédiaire, celle d'un modèle à la fois souple et évolutif, impliquant un faible niveau d'institutionnalisation, ou du moins un minimum de flou dans l'institutionnalisation. Un schéma général d'organisation reposant sur la flexibilité des liens entre une base à laquelle on laisse une grande marge de manœuvre, je dirais une relative indifférence masquée du cache-sexe de la démocratie participative. Mes enfants, faites ce que vous voulez dans votre coin, mais de toute façon, votre avis compte peu en ce qui concerne les décisions stratégiques. Et d'autre part, un sommet soudé autour d'un leader. Et d'autre part, le choix d'une géométrie variable, à la fois en termes de positionnement politique, le curseur pouvant évoluer, dans le cas de la République en marche, autour d'un pivot central, plus ou moins au centre à gauche, plus ou moins au centre droit. Après tout, tout est ouvert. Dans 2 ans, la République en marche peut être une formation de centre droit, une sorte de néo-UDF. Bon. Ça peut être, si notamment le PS ne parvient pas à surmonter sa crise, une grande formation de centre-gauche, un parti radical ressuscité de ses cendres. Bon. Je ne crois pas beaucoup à la thèse de l'extrême centre. Bon, je ne crois pas qu'on puisse rester durablement juste au milieu.
y a toujours un moment où ça penche d'un côté ou de l'autre. Bon. Et puis, également, une sorte de souplesse dans le choix des alliés et des satellites. Hein. Le cas de Forza Italia est ici tout à fait intéressant avec la question des relations extrêmement complexes avec les post-fascistes et d'autres, sans doute, d'autres petits partis, vestiges du système ancien. Et on voit bien aujourd'hui que dans le cas de la République en marche, bon, il y a tout le problème de ces alliances éventuelles avec le MoDem, avec les constructifs, avec ceux des socialistes qui veulent faire un bout de chemin avec la République en marche. Bon. Alors, on peut très bien, en théorie, imaginer que ce système finira par prévaloir, ou du moins perdurer un certain temps. Autant je ne crois pas à la fluidité maximale, autant cette question mérite d'être examinée sans préjugés de départ. Bon, et là, je prolonge la réflexion de Paolo Pompeni. Si les partis constitués sur le modèle traditionnel ne parviennent pas à se rénover, à surmonter leurs problèmes, la voie est peut-être ouverte. Bon, d'autant plus qu'il n'y a pas que la République en marche. Après tout, la France insoumise était également inspirée de ce modèle, souple, évolutif, sur beaucoup de points, notamment les rapports compliqués avec le Parti communiste, avec les ammoniens, etc. Bon, donc il faut l'examiner. Alors, deux choses complémentaires peuvent être dites à ce sujet. Rassurez-vous, cher président, j'en suis à la page 5 de mon propos, il ne reste plus que page 6 après. D'abord, ce modèle n'est pas entièrement nouveau. Bon. Il y a des précédents dans l'histoire. D'abord, dans des formations durant leur phase adolescente. Je pense notamment à l'Alliance démocratique, la grande formation du centre droit des 40 premières années, des 40 dernières années de la Troisième République, au moins jusqu'à la transformation inachevée à partir de 1933. Le processus n'a jamais été mené jusqu'à son terme. La transformation en parti de style plus classique. C'est le cas aussi du Centre national des indépendants paysans de Roger Duchet durant la période 1948-1951 et même un peu au-delà. Disons que la structuration proprement partidaire date de la phase préparatoire des élections de 1955. C'est-à-dire que ça n'a pas duré très longtemps, puisque le Centre national des indépendants et paysans explose dès 1962, après la déroute électorale des élections de 1962. Plus tard, c'est le cas de micro-partis constitués autour de personnalités charismatiques. Bon. Et j'ai été extrêmement frappé parce que j'avais observé, il y a maintenant un certain nombre d'années, dans une autre vie, c'est-à-dire lorsque j'étais tenté par une carrière politique, tentation que au grand merci, j'ai repoussée, où j'avais observé de près l'expérience du mouvement des démocrates de Michel Joubert, entreprise qui, comme vous le savez, a complètement échoué, en dépit de la surface de son leader, de son fondateur, et de son caractère réellement charismatique.
Ça, c'est incontestable. De son talent dans bien des domaines, pas dans le domaine de l'organisation, sans doute, mais dans bien des domaines. Et quand je compare la République en marche et le mouvement des démocrates, je suis réellement frappé par les similitudes. Alors les similitudes non pas sur le plan, non seulement sur le plan du modèle d'organisation, avec ce flou artistique, cette base que l'on laisse comme ça, faire un peu ce qu'elle veut, et puis un sommet contrôlé étroitement par le leader, mais aussi en termes de discours. Hein, le discours de Macron, curieusement, ça ressemble parfois à l'ailleurs de Michel Joubert. Je suis ni de droite ni de gauche, je suis ailleurs. Bon, Michel Joubert, c'est un peu le Saint Jean-Baptiste de cette histoire, si tant est que Macron soit le sauveur. Bon. Deuxième remarque, sa réussite à plus long terme pourrait finir par poser des problèmes, souleverait des problèmes qui ne sont pas en soi des problèmes en eux-mêmes, des problèmes insolubles. Bon. Car cette formule est quand même liée étroitement à la popularité et à la réussite du leader. Quid de la République en marche après Macron, si il n'y a pas institutionnalisation, c'est-à-dire passage à la normalisation pure et simple en formation politique de style classique, avec tout ce que cela implique. Bon. Et là, les difficultés de Forza Italia, liées aux difficultés personnelles de son leader charismatique, c'est incontestable, donnent un certain nombre de leçons. On voit bien quels sont les risques. Je dis les risques. Je ne suis pas futurologue. Je constate, tout simplement, celui d'une fragmentation accrue du système dans l'espace politique occupé ou dans l'espace politique que l'on souhaiterait occuper durablement. Alors, une différence ici importante, puisque Forza Italia voulait occuper un espace de centre droit, disons peut-être l'espace de la droite, pour en parler. Bon. Alors que la République en marche souhaite en théorie occuper un espace situé au centre. Bon. Mais le risque, c'est celui d'une fragmentation accrue du système politique et d'une déstabilisation prolongée de l'ensemble du système. Là, eh bien, tous les chemins sont ouverts et je ne me prononcerai pas. Je conclurai simplement sur deux choses. D'abord, le modèle partidaire a toujours été, en France, un modèle contesté, impopulaire et concurrencé par d'autres modèles. Voyons un peu. Le modèle Ligue pour l'ensemble des droites, pas simplement des droites radicales, l'ensemble des droites dans les 40 dernières années de la Troisième République, les modèles mouvement et rassemblement après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire à l'époque même où le modèle de parti de masse semblait complètement prévaloir et à certains égards s'imposait. Mais d'autres avaient en tête d'autres schémas. On le voit bien lors de la création du MRP, où il y a une opposition
très forte entre ceux, souvent issus des mouvements d'action catholique, qui veulent faire un mouvement. Un d'entre eux, qui sera le secrétaire général adjoint du MRP, dit ce que nous avons voulu faire, ou ce que nous aurions voulu faire, parce qu'il le dit à un moment où le MRP est déjà entré dans une phase de déclin, c'est un mouvement d'idées et d'action. Bon. Ces gens-là n'ont jamais expliqué clairement d'ailleurs ce qu'ils voulaient faire. Et en quoi un mouvement engagé dans le processus électoral, à partir du moment où il franchit cette étape, en quoi il est distinct d'un parti. Bon, c'est bien que c'est l'autre formule préconisée par Georges Bidault, c'est la partie qui a prévalu, mais ça a laissé des traces. L'une des grandes difficultés du MRP, c'est que cet espoir refoulé à la libération est réapparu sous une forme diverse. Ça a laissé chez beaucoup de militants issus de l'action catholique frustration, regret, et ça jouait comme un élément déstabilisateur. Et vous savez aussi la forme rassemblement qui a correspondu à quelque chose de très profond, mais qui a fini par laisser la place historiquement, imparfaitement, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le cas du RPF, et complètement dans le cas du mouvement néo-gaulliste de la Ve République, laisser la place à un parti organisé et structuré. Je pense aussi au modèle club, à la fin de la Quatrième République et dans les années 60, où un certain nombre de gens vous expliquaient que les partis politiques c'était obsolète, que les choses sérieuses se faisaient au sein des clubs. C'était vrai surtout dans la branche dite des assises de la démocratie, alors que les autres clubs regroupés dans la Convention des institutions républicaines de François Mitterrand jouaient au contraire la carte de la transformation en une formation politique de style classique. La Convention des institutions républicaines, à la fin, c'est un parti politique. Un parti politique conçu comme une structure provisoire, un instrument de conquête du Parti socialiste, du vieux Parti socialiste, de la vieille SFIO, pour parler clairement. Et je constate que chaque fois, c'est le modèle de la forme parti traditionnelle qui est fini par prévaloir. Bon. Deuxième et dernière remarque, et j'en aurais terminé, le fond de la question réside peut-être dans la présence d'une contradiction qui a frappé de plein fouet les partis politiques traditionnels, du moins les partis de gouvernement. D'un côté, le poids accru de ces partis organisés en tant que rouage institutionnel depuis les années 70. Or, vous savez que c'est dans la définition du concept de forme parti de Paolo Pombeni, ici présent, l'un des éléments essentiels de la définition du concept. Or, manifestement, l'évolution a été dans ce sens. Ça a été dit beaucoup ce matin, et donc je passerai vite, sinon pour rappeler que les 4 présidents de la République qui ont précédé Emmanuel Macron avaient tous été des chefs de parti, et dans la majorité des cas, François Hollande étant ici l'exception, étaient encore de facto, même s'ils avaient pris un certain champ pour les besoins de la cause, étaient des chefs de parti. Donc là, il y a eu un renforcement continu du poids des partis comme rouage institutionnel. Et d'autre part, l'affaiblissement non moins continu des partis en tant qu'organisation, avec l'abandon progressif des tentatives plus ou moins avortées
d'encadrement de la société, hein, les sections d'entreprise du Parti socialiste à l'époque de François Mitterrand, avant 80 pour l'essentiel, les tentatives de structuration par milieux socio-professionnels du RPR dans des années qui ont suivi sa constitution. Il y avait même un RPR Banque, par exemple. Bon. Donc tout cela a été plus ou moins abandonné. Et puis la crise du militantisme, avec le caractère de plus en plus volatile de l'adhésion. Bon. Donc affaiblissement du parti en tant qu'organisation, affaiblissement du parti en tant que producteur de projets collectifs, de programmes, etc. Bon, c'est pas d'aujourd'hui que les programmes se font à côté des partis. Bon, ça se faisait, ça s'est fait pour le mouvement gaulliste tout au long de la Ve République. Bon, on ne peut pas dire que les programmes électoraux de l'UNR, UDT ou de l'UDR à l'époque de Pompidou a été fabriqué dans les instances du parti, mais bien ailleurs. Bon. Alors, cette contradiction est une contradiction qui probablement ne pouvait pas être surmontée sur le long terme. Alors, je suis conscient que là, c'est une hypothèse. Hein, une hypothèse d'ailleurs qui est difficile à vérifier. Je ne vois pas très bien, a priori, quels seraient les éléments de vérification de l'hypothèse, mais c'est une idée qui a germé dans mon esprit quand je me suis dit qu'il fallait faire une conclusion. Bon. Et c'est là où j'ai aperçu ce problème. On voit aussi, et ce sera mon dernier mot, que les partis de gouvernement ont tenté de surmonter cette difficulté par un essai de démocratisation de leur organisation et de leur vie interne qui répondait par ailleurs à une attente de l'opinion et de la société. Bon. Avec un phénomène de fuite en avant, hein, qui a été marqué d'abord par l'élection du chef par l'ensemble des adhérents, ce qui était sans doute une mesure relativement sage. Après tout, ça correspondait à une évolution. Même la vieille Angleterre allait dans le sens de cette évolution. Et puis il y a eu une brusque accélération à un moment donné, avec le passage au primaire, qui était là, réellement, une fuite en avant, et qui a joué comme un élément puissamment déstabilisateur, à la fois pour le Parti socialiste et pour les Républicains. On a bien vu, n'est-ce pas, quand la candidature Fillon a été marquée du sceau d'un échec programmé, comment il était difficile de reculer, hein, puisque François Fillon avait une légitimité, qui était la légitimité des voix qu'il avait obtenues, de la victoire très ample, hein, qui avait été la sienne lors de la primaire. Voilà, ça sera mon dernier mot. Ceci dit, je ne sais pas si on peut faire machine arrière en ce qui concerne les primaires, en ce qui concerne l'élection du leader par l'ensemble des adhérents. Il est impossible, sans doute, de faire machine arrière. Bon. En ce qui concerne les primaires, c'est théoriquement possible. Voilà. Merci.